des gens qui sont sur ce marché-là, pour certains d'entre eux, depuis pas mal de temps. Je pense notamment à Jean-Yves Thébaudin et à Fabrice Fy. Et puis, nouvel entrant sur ce marché, Guilladin Gastronomie. Et puis, l'œil qui est l'œil plus qu'avisé de Brigitte Jolivet, en tant que, d'une part, utilisateur, mais aussi représentant des gens plus que concernés par ce marché sans gluten. Peut-être, puisque c'est le Jean-Yves Thébaudin, qui est le directeur innovation du groupe ABCD et en même temps responsable de GGF, donc Garantie Gluten Free. Vous, peut-être, vous pouvez nous indiquer l'historique un peu, depuis quand vous êtes sur ce marché, et puis quelle est la gamme de produits actuellement sur ce marché-là? Depuis quand déjà? Très bien, merci bien pour votre invitation. Alors, l'historique, je ne peux pas parler d'historique sans parler de Monsieur Bruno Pierre, le président du groupe ABCD Nutrition, qui est à l'origine en fait de la création de Valpiform en 89. Valpiform, une des premières sociétés qui a mis sur le marché en France des produits sans gluten. Et on est en quelle année là? On est en 2016. Non mais là, au tout... Ça c'est gentil. Je me demandais si j'étais revenu en arrière. C'est gentil de nous le rappeler. Mais pour la création de la société... Alors pour la création d'ABCD Nutrition, donc c'est 2009. 2009, c'est pas si vieux que ça. 2009, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la société. Valpiform, c'est 2009, c'est ça? Non. Ah bah voilà. Oui. 89, voilà, c'est ce qui me semble, ce que vous m'aviez dit. 89, Valpiform qui a changé de main depuis, mais ABCD Nutrition, c'est 2009. Donc ABCD Nutrition et sa filiale GGF, Garantie Gluten Free, bénéficient de l'expérience de 25 ans du pionnier, du pionnier dans la formulation, les développements de produits sans gluten. Et actuellement, quelle est la gamme de produits sur lesquels vous êtes positionné? Alors, notre stratégie en fait se base sur nos capacités à développer, à formuler, à produire, à mettre sur le marché. Aujourd'hui, on a 2 marques. Une marque en grande distribution qui s'appelle Viadelis, que j'ai mis sur le marché il y a 3 ans environ, donc qui se positionne à la fois sur des produits sans gluten, bio, et sans lait, sans lactose, et auquel j'ai également introduit des nutriments pour couvrir, je dirais, des risques possibles de déficience en certains nutriments des malades. En complément séparé, c'est ça? Dans les formules, du calcium notamment. Dans les formules, voilà. Et la marque Les Recettes de Céliane, en réseau spécialisé, bio. Voilà, c'est une gamme de produits de biscuiterie, de panification et des produits type pâte jaune, donc madeleine, muffin, moelleux. Alors, dans votre volonté d'être sur ce marché-là, quelle était l'intention qui était la vôtre? C'est de garder un petit peu, je crois, le côté plaisir, le côté gourmand du produit. Il y a environ 6-7 ans, quand on a mis sur le marché la marque Les Recettes de Céliane, l'idée c'était de donner de la gourmandise, du plaisir et de ne pas stigmatiser en fait la maladie. Donc ça s'accompagnait bien sûr de développement de produits gourmands, d'un packaging qui soit suffisamment attractif. Et l'idée aussi, c'est de donner la possibilité aux personnes qui consomment ces produits, donc les malades, de partager en fait le produit avec les autres membres de sa famille ou ses amis, quoi. Alors, on revient tout à l'heure, on passe peut-être à Fabrice Fy, qui est un peu même question, l'historique. Vous, ça fait... on est toujours en 2016, vous, ça fait 10 ans. Je suis plus jeune, moi. Ça se voit un petit peu, non? Mais quoique avec les cheveux gris, remarquez, c'est pas forcément. Bon, la société, donc on l'a créée avec mon épouse en 2005 exactement. Donc ça fait un peu plus de 10 ans. Et on a démarré réellement sur le marché en 2006, le temps de travailler un petit peu sur l'étude de marché, la mise au point des produits, rechercher un local pour pouvoir démarrer. Ça a pris un peu de temps, un peu plus de temps d'ailleurs que ce qu'on avait imaginé à l'époque. Et donc du coup, on a réellement démarré avec la marque donc Nature et Compagnie en octobre 2006. Donc là, ça fait 10 ans. Et sur une originalité à l'époque qui était, parce que des produits sans gluten, ils existaient déjà, avec notamment Valpiform.
et puis d'autres, Char par exemple. Mais l'idée était d'apporter à la fois l'association donc, du gluten et du bio, enfin du sans gluten et du bio, pour les vendre au magasin bio, ce qui nous paraissait plus logique que ce qui était fait à l'époque où on voyait essentiellement des produits non bio vendus dans les magasins bio. Donc ça, c'était la première originalité, innovation qu'on a essayé d'apporter, des produits bio sans gluten. Deuxième originalité, c'était d'apporter, c'est vrai qu'on voyait beaucoup de produits d'épicerie, donc des produits tels qu'on l'a pu d'ailleurs encore voir sur les présentations, du pain, des biscuits, j'en passe et des meilleurs. On a voulu apporter le côté un peu frais, surgelé, avec d'autres types de produits tels que des pizzas, des tartes salées, des cakes salés, enfin bon, une originalité supplémentaire. Et la troisième originalité, bon ça c'est un peu subjectif, c'est d'essayer effectivement d'apporter un petit peu de qualité gustative aux produits sans gluten. Voilà, donc on a travaillé dans ce sens pour démarrer la société à l'époque, donc en 2006. Pareil, sans faire de publicité, mais vous avez 2 marques spécifiques, c'est ça, oui, également pour les réseaux? Aujourd'hui, donc du coup, on a donc la marque Nature et Compagnie qui est réservée aux magasins spécialisés bio, qui est la marque d'origine un peu, par rapport au conseil qui est le nom de la société, qui est la marque d'origine, et donc c'est vendu essentiellement dans les magasins style Biocop, Naturalia, Bio C'est Bon, ce type de réseau. Et on a une deuxième marque qui est plus récente, qui s'appelle Zen et sans gluten, qui est plus une marque destinée quelque part à la grande distribution. Et aujourd'hui, on est présent essentiellement en surgelé chez des gens comme Tout-Par-Gel, Picard, Thirier. Et puis on démarre doucement mais sûrement plutôt des magasins style Auchan, Super U, Leclerc, mais plutôt localement. On a peu parlé ce matin justement de ces réseaux avec Yoann Loéac, de ces réseaux spécialisés, notamment dans le secteur du surgelé. La volonté de créer un segment de marché sans gluten pour ces opérateurs-là date de quand? C'est récent, c'est de l'inclure dans leur gamme quelque part. C'est assez récent, Tout-Par-Gel. Le temps passe vite, donc du coup, ça fait déjà quand même 6-7 ans que Tout-Par-Gel et Thirier se sont lancés sur le sujet. Picard, c'est plus récent puisque ça date de moins d'1 an. Et donc c'est en même temps intéressant de voir comment les opérateurs se positionnent dans le temps sur ce segment-là. Et la GMS, vous dites? La GMS, en ce qui nous concerne? Oui. Nous, pour le moment, c'est Peanuts. Puisque nous, la marque Zen et sans gluten, aujourd'hui, elle est essentiellement dans le monde du surgelé. Ok, donc c'est à venir. Ça fait partie des perspectives de développement, si je comprends bien. Ou presque. Tout à fait. D'accord. On termine juste ce premier tour de table et après on reviendra. Sylvain Marot, donc directeur recherche et développement chez Guy Adair Gastronomie. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes le petit dernier parce que ce n'est pas le cas, mais vous êtes en tout cas nouvel entrant sur ce marché-là. Qu'est-ce qui vous a amené à vous positionner sur ce marché-là et sur quels produits peut-être en même temps? En fait, pour nous, développer des produits sans gluten, ça s'inscrit dans une diversification autour du végétal, au cours de laquelle on a développé des cakes sans gluten, des bread cakes et des plats cuisinés, des gratins sans gluten. Et dans l'axe végétal, on a valorisé des produits préparés sans gluten et sans lactose. Juste un petit point pour repositionner quand même là aussi cette marque, cette gamme végétale, c'est-à-dire quoi en fait? C'est-à-dire, vous étiez connu plus sur une approche. Voilà, Guy Adair Gastronomie, en fait, ce sont plutôt des produits, on va dire, de tradition gastronomique. Donc, à la base, on est fabricant de terrines de poisson, de rillettes de poisson, de carnet ou de poisson, de charcuterie traditionnelle ou de poisson fumé. Et cette gamme végétale, c'est un choix, donc se positionner très directement sur cette approche sans poisson, sans viande. Tout à fait. D'accord. Et du coup, le produit que vous allez mettre sur le marché, ce serait quoi? Ce serait vous pouvez nous préciser un petit le produit qui arrive là? Les produits qui arrivent, parce que c'est un ensemble de gammes, ce sont des cakes sans gluten. Donc des cakes jambon emmental, des cakes à base de chèvre, différentes recettes, des gratins végétaux sans gluten. Donc c'est des plats qui sont traditionnellement cuits au four et qui remplacent le plat principal. Et des bread cakes qui sont des cakes en fait à déguster au petit déjeuner ou lors de la pause thé ou café de 4 heures
C'est peut-être ceux-là qu'on a eu ce matin, là. C'est peut-être ceux-là, non? Je ne sais plus. Ouais. C'est ça, hein, c'est ça qu'on a dégusté ce matin à ce moment-là. Oui, alors bon, ok, on comprend le positionnement. Il y a un marché qui se développe. Quelles ont été les difficultés? On reviendra peut-être après sur les autres exemples pour vous de vous positionner sur ce marché-là. Qu'est-ce que ça a posé comme question? Alors, ça ne fait pas partie, on va dire, de la fibre naturelle de Guyadère de formuler sans gluten. Donc, c'est vrai que, pour moi, en tant que responsable R&D, ça a nécessité des tests de formulation et de travailler sur l'ensemble des farines sans gluten qu'on peut disposer pour chercher à obtenir les mêmes textures et un goût prononcé, une saveur spécifique sur nos produits. Et ça, je veux dire, là, c'est les premiers tests, ça démarre depuis quand? Je crois que c'est très récent. Hein. Voilà, donc le développement a eu lieu tout au cours de l'année 2016 et en ce moment, on est en train de rentrer en magasin. Premier retour? On démarre, donc voilà, on fait partie de la première vague justement de lancement plutôt sur la grande distribution, donc des gens comme Carrefour, des gens comme Auchan. Alors, on va dire tout de suite, et puis on reviendra sur chacune d'entre vous pour les entreprises. Brigitte Olivet, comment vous voyez ce développement du marché des produits sans gluten? Vous qui l'avez vu d'abord se mettre en place, vous voyez aujourd'hui un peu se développer. Qu'est-ce que ça vous pose comme question? Oui, il y a un développement considérable des produits sans gluten. Et alors peut-être préciser, parce que je l'aurais dû le dire, vous êtes présidente de l'AFDIAC. Tout le monde avait compris que vous représentiez les parents ou les familles, en tout cas, de gens concernés par la maladie cœliaque. L'AFDIAC, c'est l'Association française des intolérants au gluten. Donc, on existe depuis 89. Donc, et moi, je suis présidente depuis 17 ans. Et je suis rentrée à l'AFDIAC au moment où Bruno Pierre a lancé la première fabrication en France. Et comme j'habitais à côté de chez lui, j'ai vu aussi l'évolution des produits. J'ai même été des premières à tester certains produits. Aujourd'hui, on s'est beaucoup battu pour ça aussi. Maintenant, on en trouve chez Carrefour, chez Auchan, etc. Mais il y a aussi des entreprises comme Fleury Michon ou comme Findus maintenant, puisqu'on peut trouver du poisson pané Findus sans gluten. Se sont se sont lancés chez Harris aussi. Enfin, maintenant, les grandes marques, de plus en plus, sortent un produit ou deux produits phares sans gluten. Alors vous disiez ce matin, peut-être un petit peu en coup de chapeau, merci les industriels. En même temps, est-ce qu'il y a des questions que ça vous pose? J'imagine que pour vous, en termes d'accessibilité, vous avez beaucoup de choses maintenant qui sont accessibles pour vous. Alors moi, la question que je me pose, parce que c'est effectivement des cas que l'on a vus, c'est que l'industriel se pose la question avant de marquer sans gluten sur son produit, parce qu'en France, il y a une loi pour marquer sans gluten sur un produit. Il faut suivre une certaine réglementation qui est très précise. Il faut faire déjà une analyse, sur les analyses, tous les industriels en font sur les matières premières, etc. Mais pour pouvoir marquer sans gluten sur un produit, il faut faire une analyse sur le produit fini tel qu'il est vendu au consommateur. Et ça, il y a des industriels qui ne le savent pas et qui parce qu'au départ, leur matière première était naturellement sans gluten, marquent sans gluten sur un produit. Et ça, voilà, c'est un problème pour nous, pour certains, parce que dans la chaîne de fabrication, etc., il peut y avoir des problèmes de contamination. Donc je pense que ça, c'est vraiment important que l'industriel sache bien que quand on ne marque pas sans gluten sans raison, quand on voit dans une boulangerie un produit marqué sans gluten, moi ça me fait bondir parce que d'une part c'est pas possible, à part certains, mais emballés individuellement, et en plus c'est hors la loi. En gros, on peut le dire. Parce que pour pouvoir marquer sans gluten, il faut pouvoir prouver que le produit a été analysé sur le produit fini et qu'il ne contient moins de 20 mg kg de gluten résiduel. D'accord. Juste une petite parenthèse pour répondre à la dame qui parlait des traces. En fait, les traces, ce n'est pas légiféré non plus. Donc, le gluten, c'est un allergène notoire, donc il doit être marqué. S'il y a du gluten dans un produit, ça doit obligatoirement être marqué, comme tout allergène notoire. Mais ce qu'on appelle traces, possibilités, etc., souvent, c'est vraiment le parapluie que se mettent certains industriels,
pour dire ah bah, oui, mais dans mon usine, je fabrique quelque chose avec du gluten, et comme je n'analyse pas le produit sur le produit fini, il y en a peut-être. Donc c'est pas légiféré, c'est pas quantifié. Il y en a certainement, dans la majorité des cas, il y en aura moins de 20 mg par kilo, mais si vous achetez un paquet de pâtes et qu'il y a une pâte avec du gluten, vous allez vite les atteindre. Donc il ne faut pas tomber dessus, quoi. Donc il n'y a pas de règle, on peut pas vous dire oui vous pouvez, ou non vous pouvez pas. Après ça dépend de la sensibilité de chacun, mais à partir du moment où c'est marqué, on ne sait pas s'il y en a, on ne sait pas s'il n'y en a pas, et s'il y en a, on ne sait pas en quelle quantité. Voilà. Je ne sais pas si c'est très la réponse, mais c'est ça. On le voit sur tous les produits allergènes, je crois, un petit peu cette question-là, la présence des traces sur les étiquettes. Oui, des fois on se retrouve avec des étiquettes avec les 18 allergènes spécifiés, comme se dit là, comme ça on est tranquille. Ouais. Il y en a peut-être pas, et ça on se bat contre ça parce que ça élimine beaucoup de produits, alors que l'étiquetage est très bien fait en France. Quand on achète un produit, en lisant l'étiquette, on sait si on peut le consommer ou pas. Donc ça élimine en fait des aliments, des produits qui seraient consommables par les cœliaques, par les intolérants. Jean-Yves Thébaudet, on revient à vous, donc ABCD Nutrition, dans l'historique un peu que vous avez développé tout à l'heure. Quels sont les nouveaux produits qui apparaissent aujourd'hui ou depuis quelques années sur lesquels vous avez été amené à vous positionner en sans gluten ? Alors, donc on a beaucoup investi dans un premier temps sur ce qu'on appelle nous les pâtes jaunes, les madeleines. Aujourd'hui, donc on en trouve beaucoup. Les biscuits, on a largement étendu l'assortiment avec, je dirais, des produits avec des nappages, des fourrages. Les pâtes jaunes également, on a adapter nos process de fabrication. On a investi dans des process pour arriver à proposer des produits en fait, qui miment les produits avec gluten. En fait, et on arrive à des produits qui sont, je dirais, appréciés, en tout cas de nos consommateurs, avec de la gourmandise et avec une stabilité satisfaisante. On a investi l'année dernière dans un extrudeur pour faire des... Comme on en a parlé tout à l'heure, des pains plats, des genre cracottes en fait. Donc formulés avec différents types de farines céréalières, donc non bien sûr en excluant bien sûr le blé, mais en faisant des compositions avec du teff, sarrasin, riz, maïs. Et on arrive à une diversification de textures, de goûts intéressantes. Enfin, pas de texture, c'est des textures craquantes, sèches, mais c'est intéressant. Des innovations et des développements dans le domaine des produits plats préparés apertisés, là aussi. Donc à base de céréales non blés et à base de légumineuses également. Diversification, voilà quoi, ce qui me vient. Du coup, ça vous fait une gamme de combien de produits maintenant sans gluten sur l'ensemble ? Honnêtement, je ne sais pas. Dans les deux gammes, on retrouve des produits équivalents dans les deux gammes, mais peut-être une centaine. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on fait des marques MDD aussi pour les grandes enseignes. Voilà, donc, et là, on ne retrouve pas les mêmes formules, on a des formules spécifiques pour la MDD. Non bio, ici. Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure, c'est une des questions qui a été posée, bio, pas bio. Vous, dans votre choix, c'est quoi ? Nous, c'est bio. C'est tout bio. Tout bio, nos marques, oui, via des listes en grande distribution, tout est bio. Oui. Les recettes de Céliane également. La plupart, il y a quelques produits non bio, mais la plupart des produits sont bio. Il faut savoir que le sans gluten et le bio, c'est réellement une contrainte supplémentaire dans le choix des ingrédients, dans les formulations, dans l'obtention des caractéristiques souhaitées en termes de tenue, de texture, de qualité, en termes organoleptiques. Et on a vraiment une vraie contrainte et des investissements très importants en développement en fait, pour arriver à développer ces produits. Est-ce que c'est une contrainte justement supplémentaire que vous donnez en termes d'approvisionnement, on pourra poser la question tout à l'heure aussi à Fabrice Fille, d'approvisionnement en matières premières bio, ou est-ce qu'on peut imaginer que demain, il y ait des unités de production qui s'affranchissent de cette contrainte-là, qui aillent sur du produit non bio, tout en restant sans gluten? Non, c'est une contrainte bio. Que vous donnez. Oui, enfin, moi, à mon niveau. Fabrice Fille,
Même question, peut-être sur les nouveaux. Vous nous avez dit en 2 mots tout à l'heure l'évolution de l'épicerie aux produits frais surgelés. Qu'est-ce qui a justifié ce passage-là, cette extension de la gamme? Nous, on a d'abord démarré avec le frais surgelé. Donc, du coup, c'était une innovation. À l'époque, il y a 10 ans, personne ne parlait trop de son gluten. Alors, des produits frais sans gluten, c'était vraiment à la marge. Donc, du coup, c'était un tout petit marché. Et pour nous, c'était important de pouvoir étendre un petit peu sa présence à travers d'autres types de produits qui nous étaient aussi demandés par les clients et les consommateurs, d'où la partie épicerie, et qui nous a fait aussi du bien, ce qui nous a permis d'avoir un volant d'affaires minimum pour pouvoir vivre et se développer surtout. Donc c'était important. Pareil. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui du sans gluten dans la presse. On fait même des conférences d'ailleurs à ce sujet-là. Mais dans la réalité, ça reste quand même un petit marché. Oui, c'est une niche de niche. C'est une niche de niche de niche. Donc du coup, c'est pour ça que l'industriel a besoin quelque part, notamment par rapport à l'ensemble des contraintes au niveau de la fabrication qu'il y a, de faire différents types de produits pour capitaliser sur son outil industriel, sur différents types de produits, et petit à petit faire en sorte d'avoir un chiffre d'affaires qui va lui permettre de payer ses charges et ses salariés. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve, les spécialistes, avec une multitude de produits, alors que dans le domaine industriel, en règle générale, les gens sont sur un sujet plus spécialisés, parce que c'est des volumes industriels. Ça veut dire quoi? Vous êtes une échelle plus artisanale, ça que vous dites en même temps, ou oui, d'une certaine façon? Oui, tout à fait. C'est même c'est une pas évidence. péjoratif, hein, c'est au tout contraire. à fait, c'est même qualité, un côté très positif. C'est une qualité que vous pouvez mettre en avant. Pour revenir chez vous à Guyader Gastronomie, la question du bio, pas bio, c'est aussi posée. Quel est le choix que vous avez fait, vous, de votre côté? Oui, la question s'est posée assez clairement. En fait, pour les circuits de distribution habituels, c'est-à-dire la grande distribution, ce sont des produits non bio. Et pour les circuits spécialisés, type Biocop, brin d'avoine, ça sera plutôt des produits bio. Est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'on a vu, c'est une question que je vous pose à tous d'ailleurs, on l'a vu ce matin, peut-être une évolution peut-être plus forte des GMS, des circuits, en tout cas sur cette gamme de produits-là, un positionnement qui peut être aussi décalé ou à l'intérieur même des GMS. Hein. Est-ce que c'est pas justement la porte ouverte à du non bio de manière plus large, enfin porte ouverte, je veux dire légitime hein, quelque part. Alors j'ai du mal à véritablement comprendre votre question, mais vous voyez bien que les historiques, les producteurs historiques étaient plutôt sur des produits bio et sans gluten. Dans le même temps, c'est la commercialisation à l'époque, on l'a encore vu ce matin, au tout début, était plutôt centrée sur les magasins spécialisés. Ce que confirmait tout à l'heure aussi. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, on l'a vu ce matin, vous étiez peut-être pas avec nous ce matin, mais on a vu quand même que les grandes surfaces, depuis moins de 10 ans, depuis 5 ans, même depuis 2-3 ans pour certains, un peu moins même on l'a vu pour les... sont plutôt donc sur des produits... ils introduisent quelque part un rayon sans gluten, ou en tout cas un repérage sans gluten. Tout à fait, parce que... Et pas nécessairement bio, donc voilà ça que je suis en train de poser comme question. Donc est-ce qu'il n'y a pas un glissement? Il y a un glissement parce que le public est de plus en plus nombreux à acheter des produits sans gluten, et c'est pas parce qu'on souhaite consommer ou qu'on a le besoin de consommer des produits sans gluten qu'on doit obligatoirement acheter du bio. C'est deux entités qui sont parfois associées, mais qui sont aussi parfois dissociées. Et le public s'élargissant, c'est vrai que les personnes qui souhaitent consommer du sans gluten font aussi bien leurs courses chez Carrefour qu'en Biocop, et doivent pouvoir trouver des solutions dans chaque rayon ou chez chaque distributeur. Est-ce que ça veut dire que pour vous, qui êtes un peu historique, est-ce que la question que je vous posais, d'une certaine façon, elle serait amenée demain à mettre des nouveaux sites de production, nouvelles chaînes de production, pas nécessairement avec des matières premières bio, comme vous l'avez fait le choix historiquement? Nous, en ce qui nous concerne, l'ADN de notre société, c'est vraiment d'être sur l'idée de produits bio sans gluten. Okay, donc il y a 10 ans, on a introduit cette idée sur le marché, et on reste sur cette position parce que pour nous, ça nous est cher, parce que
notamment par rapport à l'évolution de la société d'un point de vue commercial, mais il n'y a pas que la partie commerciale. Il y a aussi prendre un peu de recul, et notamment les ingrédients. Je voyais tout un tas d'ingrédients qui étaient listés tout à l'heure sur les différents slides. Il y a des ingrédients que nous, en bio, on n'a pas le droit d'utiliser parce que réputés comme dangereux à long terme sur la santé. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'aller dans ce sens. Donc, tant qu'on sera à la tête de la société, ça restera dans une idée de bio sans gluten, sans exception. Après, je comprends qu'il y ait effectivement, comme disait monsieur, qu'il y en ait pour tous les goûts. Mais ce n'est pas complètement un hasard si on a lancé une entreprise sur cette idée de bio sans gluten. Il y a une démarche derrière. C'est un peu le même positionnement chez vous ? Exactement. Clairement, on est positionné sur des produits biologiques. On a démarré donc l'accès au marché s'est fait par des réseaux spécialisés, hein, donc type La Vie Claire, Biocop, etc. Donc là, des réseaux et des consommateurs très sensibles aux produits bio, aux produits santé, à la relation entre bien sûr les produits bio et leur santé. Et c'est tout naturellement qu'on maintient ce positionnement bio. Hein. D'accord. Vous vouliez intervenir, Madame Jolivet ? Moi, je voulais rajouter que bio et sans gluten, c'est bien, mais c'est un coût supplémentaire. C'est-à-dire que vous avez le coût du bio et le coût du sans gluten. Et pour des gens qui sont... moi, je vois la plupart des gens qui sont obligés de manger sans gluten et qui seront obligés de manger sans gluten toute leur vie, ce coût supplémentaire peut jouer aussi. Et peut-être que ce n'est pas exactement la même... c'est pas exactement la même population qui va manger bio et sans gluten. Ce serait peut-être plutôt sur les gens qui recherchent le côté santé. Mais pour les malades, le coût aussi rentre en ligne de compte. Même si on ne souhaite pas s'empoisonner, mais on aimerait mieux manger bio et sans gluten. Mais le coût est aussi un frein quand on est obligé de le faire, de toute façon. C'est un peu la même problématique sur le marché de base. Hein. Tout le monde souhaiterait manger bio pour ne pas s'empoisonner. Enfin, s'empoisonner, c'est un grand mot, il ne faut pas non plus exagérer. Mais voilà, et il y a effectivement un frein une contrainte forte qui est le coût de la matière première, le coût de la production, parce que ce sont des plus petits volumes, qui font qu'au final, le prix d'un produit bio est plus cher qu'un produit conventionnel. Ça, c'est justement, pour faire le lien avec l'intervention d'Hubert Chiron, en matière de sourcing ou d'approvisionnement matières premières, quelles sont les difficultés que vous rencontrez les uns et les autres ? C'est vrai que le marché évoluant, notamment nous, au niveau de notre appro bio, c'est par exemple le riz qui est une matière première clé chez nous. Il vient de Camargue. Donc le meunier est dans les Deux-Sèvres, spécialisé sur le bio sans gluten, et nous, transformateurs, on est dans le 44. Donc du coup, basé à Valette. Basé à Valette, exactement. Capitale du muscadet par ailleurs, qui n'est pas forcément sans gluten, mais qui remonte petit à petit dans les suffrages. J'en parlais encore récemment avec une revue spécialisée dans les vins, lors d'un salon presse en région parisienne. Donc comme quoi ça change, je vous conseille tous. Revenons sans gluten. Mais c'est sans gluten aussi. Absolument. Mais c'est pas garanti. Il n'y a pas le logo de l'association. Pourquoi ? À partir du moment où il y a une analyse. Donc du coup, je reviens au sujet. Donc du coup, oui, effectivement, c'est un peu tendu par moment, surtout en fin de récolte en règle générale, où l'approvisionnement est un sujet donc délicat, et ce qui fait que la fin d'approvisionnement est souvent en fin d'année, donc ce qui fait qu'au final, ça a une tension sur les prix pour l'année suivante. Donc effectivement, une montée en puissance du prix d'achat des matières premières. Vous parliez du riz, mais les autres matières premières ? Les autres matières premières, ça dépend un petit peu des récoltes souvent, mais on a un peu le même phénomène. Et donc, du coup, à la fois par rapport à la problématique sans gluten, c'est vrai sur les céréales, et aussi par rapport à la problématique du bio, parce que le bio, c'est comme le sans gluten, ça a tendance aussi à progresser. Cette année, les progressions sont très très importantes du secteur, et du coup, forcément, ça a des impacts sur le prix d'achat des matières premières. Monsieur Thébodin, votre analyse des questions d'approvisionnement, oui, de manière plus large. Oui, non, je suis d'accord pour le riz, qui est une matière principale. C'est 3 fois environ le prix de la farine de blé. Donc, il faut le savoir. C'est ce qui explique les surcoûts.
Non, ce que je voulais ajouter de plus, moi, c'est la difficulté de trouver des additifs qui apportent une fonction équivalente aux additifs conventionnels et de pouvoir les trouver en bio, en fait. C'est la question que posait Hubert Chiron, entre autres. Voilà, donc l'HPMC, l'hydroxyméthylcellulose, qui est un incontournable, qui permet notamment de prolonger la durée de vie en fait, du pain, n'est pas utilisable en bio. Alors, si, il est utilisable en... Et comment vous réglez cette question, précisément ? On ne l'a pas réglé. Ah. On n'a pas trouvé aujourd'hui, clairement, on ne pourra pas remplacer l'HPMC par un ingrédient. À mon avis, on pourra le faire avec un mix, une composition, une composition qu'on cherche pour donc améliorer la durée de conservation des produits bio et trouver, je dirais, faire bouger autant que possible les lignes du cahier des charges des produits bio, mais compliqués, difficiles. Renan Guyader, gastronomie, juste pour reprendre votre exemple en matière justement les matières premières, comment vous faites pour vous approvisionner sur alors, chez vous, il y a bio et non bio. Si Tout à fait. Donc, rappelle, oui. effectivement, en connaissant les deux circuits, il est quand même plus difficile de s'approvisionner sur des matières premières bio par sa disponibilité qui est moindre, par des problématiques de minimum d'approvisionnement sur certaines matières, et notamment des ingrédients techniques sur lesquels, quand on en utilise 1% ou 0,5% dans un produit, on a besoin de très peu de quantité, avec des difficultés d'approvisionner ces petites quantités. Sur cette question-là, Madame Jolivet, est-ce que sur cette question, vous posez aussi la question derrière du coût, du surcoût, du coût des produits. La question a été posée par Monsieur Périchaud, qui doit être encore là, voilà. Question d'accessibilité. Petite info peut-être, juste, les surcoûts peuvent être pris en charge pour certains malades, c'est ça ? Alors, il peut y avoir une prise en charge, un remboursement partiel des produits. Alors déjà, il faut... Certains produits, j'imagine. C'est certains produits et c'est certaines personnes. Il faut avoir un diagnostic de maladie cœliaque. Donc c'est vraiment réservé aux malades cœliaques. Ça n'est même pas accessible aux allergiques. Ça correspond à 4 catégories, c'est-à-dire... des catégories de produits qui sont au départ avec gluten, donc le pain, les pâtes, les biscuits et les farines. Et donc produit un peu de base, prix, quand même. Voilà. Voilà. Mais ce sont des produits. Ce type de remboursement n'existe que pour la maladie cœliaque, donc c'est un petit peu compliqué. C'est une fois par mois. Mais ça a l'avantage on peut acheter ces produits dans ces 4 catégories. On peut l'acheter chez Carrefour de la marque Carrefour. On peut l'acheter n'importe où, que ce soit en grande surface, par correspondance, et se faire rembourser une partie par la sécurité sociale. Alors, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir sur notre site internet, parce que c'est un petit peu compliqué, donc je ne vais pas passer une demi-heure à vous l'expliquer. Mais allez voir et vous verrez, en fait, c'est vraiment une aide pour les malades et ça permet de pouvoir prendre des produits qu'au départ on ne pourrait pas prendre, des pâtes, du pain, etc. Et de pouvoir avoir une petite partie qui est remboursée. Ça a été un point de combat de l'association ? Oui, ça a été notre premier combat. Ça a pris quelques années. Alors, ce n'est pas encore parfait, ça ne le sera jamais, mais c'est une aide en plus. Donc ça, c'était notre premier combat. C'est une forme de reconnaissance aussi du problème posé. Oui. Et c'est vraiment réservé aux malades. Et notre deuxième grand combat, ça a été justement que ces produits puissent se trouver dans les grandes surfaces, donc chez Carrefour ou autres, même si principalement, ce ne sont pas des produits bouillots, ce sont des produits plus basiques, mais ça permet d'avoir une accessibilité facile quand on va faire ses courses, de pouvoir trouver les produits. Et puis, une chose toute bête, quand un enfant sort un paquet de gâteaux de sa poche, si c'est marqué Carrefour, on ne lui posera pas de questions. Si c'est marqué des marques un petit peu pas connues, on va lui poser des questions. Et ça peut aussi jouer pour des enfants. Ok. On va laisser une partie peut-être des questions de la salle pour voir s'il y a des interrogations par rapport à l'un ou l'autre des intervenants. Et puis après, on pourra aussi faire un tour de table encore sur les perspectives, sur les évolutions des marchés, comment les uns et les autres voient l'évolution du marché. Mais peut-être des interrogations pour les gens qui sont à la table ronde. Madame ? Bonjour, Valérie Poyer, Société Père Dodu.
Moi, j'avais une question plus sur l'amont, sur le côté industriel. C'est-à-dire que quand éventuellement on décidait de fabriquer des produits sans gluten, dans une usine où il y a plein de gluten, comment on appréhende la chose? Est-ce qu'il faut envisager une ligne mise en quarantaine, avec des vestiaires et des circuits vraiment isolés par rapport au reste de l'usine, ou il faut abandonner l'idée, sachant qu'il faut vraiment une usine dédiée typiquement à ce type de produit? Alors c'est peut-être une question sur laquelle vous êtes plus sollicité, Sylvain Marot, ou vous avez fait le choix, j'imagine, peut-être pas. Chez vous, c'est tout des usines dédiées. Il y a 2 sites dédiés. Vous êtes en Picardie, hein, c'est ça, je n'ai pas dit tout à l'heure. Dans la Somme. Alors oui, chez vous, il y a l'air gastronomie. Comment ça se passe? Je vais répondre sur plusieurs aspects. En fait, il est de la responsabilité de l'industriel de garantir ses produits sans gluten ou pas sans gluten. Ce qui répond aussi à la remarque de madame sur les traces d'œufs. Parce qu'effectivement, un industriel qui ne marquerait pas, qui a potentiellement des traces de gluten et qui se verrait son produit comme consommé par quelqu'un qui est allergique ou malade ou cœliaque, s'exposerait, en fait, c'est de sa responsabilité de noter sur son produit le fait qu'il y ait du gluten ou pas de gluten. Donc la solution idéale, c'est bien sûr d'avoir une usine sans gluten, mais ce n'est pas forcément possible. Après, effectivement, on peut avoir des lignes dédiées en quarantaine, sans gluten, ou avec des protocoles de nettoyage qui permettent de garantir que le produit fabriqué est effectivement sans gluten. Et quel choix que vous avez fait chez vous, là? Chez nous, aujourd'hui, nous avons des produits qui sont préparés sans gluten, sur lesquels on inscrit sur le pack la trace possible de gluten, parce qu'effectivement, on travaille nos produits dans des usines qui contiennent du gluten. Et à côté de ça, donc, les produits sont fabriqués en premier le matin, après l'étape de nettoyage, de façon à garantir la plus faible dose possible de gluten à l'intérieur de nos produits. Et vous faites quand même des contrôles, bien évidemment, j'imagine, oui, après. Contrôle sur produits finis. Oui. Contrôle sur produits finis. Des taux de gluten. Vous n'avez pas le label de l'AVDIAC, du coup? Non. Okay. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Vous marquez sans gluten et vous marquez en plus qu'il y a trace possible de gluten. Enfin, je veux dire... Ah non, pas les deux. D'accord. Madame, vous pouvez apporter une précision. Oui. Alors, bonjour, donc moi je travaille avec Sylvain, mais sur la partie marketing. Donc effectivement, non, on ne met pas sur nos produits sans gluten. On met préparé avec des produits contenant pas de gluten. Et derrière, effectivement, on indique la trace de gluten. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, nous, cette diversification dans le sans gluten, elle a été donc réalisée dans une usine à la base où on fabrique des cakes. Donc effectivement, il y a de la présence de farine. Ça a été donc une diversification parce qu'un souhait, effectivement, une demande de nos clients. Mais c'est pas toujours facile, comme disait Sylvain, d'investir dans un site dédié au sans gluten, sauf quand on a fait le choix dès le départ de se lancer dans cette aventure. Donc ça a été pour nous une première démarche. Aujourd'hui, on construit en fait une nouvelle usine qui va fabriquer tous les produits traiteurs et notamment les cakes, un plus gros site industriel, donc toujours à Kervignac. Et justement, le site actuel qui va être libéré via le transfert, va pouvoir permettre justement d'avoir un site dédié au sans gluten. Et c'est notre deuxième étape. Donc aujourd'hui, étant donné qu'effectivement on était nouvel entrant, l'idée c'était de faire les choses en plusieurs étapes parce que ça représente effectivement des investissements assez importants. Merci. Bonjour, j'avais juste une petite question. Du coup, pour les malades cœliaques, vos produits Guyader ne sont pas forcément destinés, quoi. C'est plus pour les personnes hypersensibles ou qui veulent arrêter de manger du gluten, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes en réseau spécialisé et GMS ou que GMS? D'accord. D'ailleurs, les analyses qu'on a pu faire sur nos produits nous permettraient de mettre à teneur réduite en gluten et non pas inférieure à 20 mg qui est une obligation pour avoir le logo AVDIAC. De toute façon, c'est clair qu'il nous faudra un site dédié pour avoir demain l'habilitation AVDIAC. Je veux juste faire une parenthèse. Le logo de Lipid Blé Barré, c'est un logo privé.
Ça, c'est une chose, mais la mention sans gluten, là, c'est quelque chose de tout à fait officiel. On peut très bien avoir la mention sans gluten sans avoir le logo. Si on a le logo, on a obligatoirement la mention sans gluten. Voilà. Mais c'est quand même deux choses différentes. Pour le logo, on est plus sévère. C'est-à-dire que les sites de fabrication doivent être audités tous les ans. Enfin, il y a plus de contraintes pour avoir le logo que pour avoir la mention sans gluten. Mais voilà, la mention sans gluten, il faut effectivement par contre, certaines règles quand même. Excusez-moi. Je pense qu'effectivement, ce logo a aujourd'hui une notoriété assez importante et c'est quand même pour les consommateurs, qu'ils soient allergiques ou intolérants, c'est quand même un repère dans les rayons qui est indéniable. Je pense que demain, si on veut aller vers du sans gluten, c'est important d'avoir le logo. Voilà. C'est un logo qui est connu au niveau mondial, donc effectivement, même quand il y a des étrangers qui viennent, c'est aussi un point de repère pour eux. Oui, puis vous avez parlé aussi, on l'a dit en deux mots, mais plusieurs d'entre vous, je pense en tout cas, c'est le cas de GGF, c'est le cas de Nature et Compagnie, vous êtes aussi présent à l'export, donc finalement ça vous permet aussi d'avoir une forme de garantie. Oui, une question, on a abordé le sujet sans vraiment le creuser, c'est la qualité nutritionnelle des produits sans gluten. Et ma question donc, porte sur aujourd'hui, on va dire, les qualités reconnues, mais aussi certains défauts. La presse s'en fait à bonne joie de dire qu'il y a certains produits riches en sucre, riches en matières grasses, ou certains produits, on va dire, qui nécessitent de la supplémentation. Donc je voulais avoir peut-être une analyse, un point de vue de M. Thébaunin, par exemple. Vous en avez parlé en deux mots, donc vous avez peut-être tendu la perche, effectivement, sur cette question. Et puis la question sera posée aussi à votre collègue, éventuellement. Merci de cette question. Effectivement, si on regarde, si on fait en fait l'analyse des profils de composition nutritionnelle de certains produits, en pâte jaune notamment, on constate d'abord une teneur en protéines inférieure aux produits avec gluten. On l'a vu tout à l'heure, effectivement. On l'a vu, oui. et aussi un peu plus de sucre et de matière grasse, et une valeur calorique plus élevée que des produits équivalents avec gluten. Donc nous, nos stratégies clairement dans ce domaine-là, c'est de rééquilibrer, de tendre vers un rééquilibre du profil de composition nutritionnelle par l'ajout de protéines quand c'est possible, notamment dans le pain, par la réduction des ingrédients qui nous apportent le sucre, notamment les hydrocolloïdes, et puis utiliser des matières grasses de façon raisonnable, et quand on est obligé d'en utiliser, des matières grasses végétales, polyinsaturées, et qui soient stables aussi, quoi. Donc voilà, l'idée c'est effectivement de retrouver un rééquilibre nutritionnel conforme aux recommandations des nutritionnistes. C'est une préoccupation que vous partagez également ? Oui, tout à fait, sachant que moi, quand je regarde la composition, les valeurs nutritionnelles de nos produits, pour le moment, je ne vois pas de problème majeur. Je participe chaque année à l'AEDN. C'est-à-dire ? C'est l'association des diététiciens de France. Et à chaque fois, donc, du coup, j'ai les questions et comme on avait la nutritionnelle, donc du coup on est je les épluche en long, large, en travers. Oui. Et globalement, le retour est plutôt très positif, et notamment par rapport à l'image qui est réelle d'ailleurs sur certains produits sans gluten. J'ai bien certains, c'est pas tous. Là encore, il ne faut pas faire des généralités. C'est comme toujours. C'est tout à fait convenable. Alors évidemment, un biscuit, ça restera toujours un biscuit. Notamment par rapport à le sucre, choses comme ça. Donc je ne dis pas que nos biscuits, par exemple, sont très très bien pour ceux qui ne veulent pas manger de sucre. Non, forcément, il y a du sucre. Mais est-ce qu'il y en a plus que dans les produits classiques ? Non. La réponse est non en ce qui nous concerne. J'ai juste deux petites exceptions, qui sont nos petits moelleux fruits rouges et pépites de chocolat, où là c'est vrai, on met un peu trop de fruits rouges et un petit peu trop de pépites de chocolat, du coup il y a une valeur nutritionnelle qui n'est pas très satisfaisante. Donc il faut qu'on améliore ça en diminuant certaines choses. Je croyais que vous alliez dire que c'était compensé par le muscadet. J'ai eu un peu peur. Là. Je voulais juste rajouter que, moi je parle en parlant des malades cœliaques, il y en a beaucoup qui sont diabétiques aussi, puisque ce sont de maladies assez proches, et qu'on trouve, hélas pour eux, les gens qui sont à la fois diabétiques et malades.
Et le problème, c'est aussi les pics d'insuline, les pics... j'arrive pas à retrouver le nom, mais le maïs et le blé, par exemple, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et c'est très compliqué d'arriver, quand on est à la fois cœliaque et diabétique, d'arriver à équilibrer à chaque fois... Le pain normal, on sait que c'est tant le pain normal, le pain sans gluten, pour chaque pain différent, il faut tout recalculer. C'est pareil avec les biscuits, c'est un petit peu... Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas que le sucre ajouté, il y a aussi au niveau des céréales utilisées où il peut y avoir des différences. Une dernière question avant de conclure. Sinon, je vais juste terminer sur comment vous voyez à l'avenir ce marché-là, dans les 5-10 ans qui viennent, en France et peut-être aussi par rapport aux pays étrangers. Moi, je le vois très bien. Donc, c'est une niche, mais c'est une niche. Vous étiez là ce matin par rapport... finalement, comment on peut expliquer, je sais pas, c'est pas un retard, mais une différence en tout cas de comportement de la France par rapport à d'autres pays? Alors, d'abord, la France est en retard en termes de chiffre d'affaires par rapport aux autres pays européens. Ça, c'est la vision économique, oui. Donc, je considère qu'il y a encore un gap, une marge à compenser. Donc, un marché en croissance, dont on bénéficie tous. Il y a encore des progrès à faire, on vient d'en parler, sur des aspects nutritionnels, sur des assortiments, sur une diversification des produits. Je suis confiant sur ce marché qui est en fort développement, quoi. Fabrice Fille. J'ai rien à rajouter. Vous êtes des hommes heureux finalement. Vous êtes sur un marché en croissance. C'est vrai que c'est plutôt... Heureux, oui, si on regarde ces critères-là, mais il peut y avoir d'autres critères. Il n'y a pas que le développement dans la vie. Donc du coup, on peut parler de... Bon, donc c'est la prochaine conférence, donc du coup, si j'ai bien compris. Ça va être complexe. Sylvain Barraud, peut-être, puis on reviendra peut-être à Madame Jolivet après, juste le dernier mot. Donc vous y croyez parce que vous démarrez. Donc, effectivement, et puis il y a une attente de nos clients, très clairement, sur des solutions à apporter sans gluten. Alors, je vais faire peut-être un petit peu le parallèle avec le marché bio. Je pense qu'on est dans une phase actuelle de forte croissance du marché sans gluten. Et puis, à un moment donné, il y aura peut-être une rationalisation un petit peu des offres par rapport à plein de nouveaux acteurs comme Guyader qui essayent de valoriser des produits sans gluten. Madame Jolivet, dernier mot. Moi, je peux être que contente qu'il y ait de plus en plus de produits. C'est sûr que la diversification, le fait d'avoir plus de produits à disposition pour les personnes qui doivent suivre un régime sans gluten, c'est un plus. Alors, on espère aussi que les prix baissent. Je ne sais pas, il paraît que ça va baisser, mais c'est toujours quand même ce qui est normal. Enfin, je veux dire, ça s'explique. C'est pas par les matières premières, par les analyses et tout, on le comprend très bien. Par les unités de production. Voilà, c'est ça. Et puis arriver à trouver, même pour nous, des matières premières qui ne soient pas contaminées. Par exemple, puisqu'on est en Bretagne, je parlais du sarrasin, c'est compliqué pour nous d'arriver à trouver des farines de sarrasin qui ne soient pas contaminées. Et si on a des matières premières contaminées par contaminées par le blé. Ah oui, c'est ça, oui, je voulais juste vérifier. Oui, contaminées par le blé, oui, parce que par le reste, ça nous touche moins. D'accord, je voulais juste vérifier. Mais c'est important aussi que les gens puissent trouver des matières premières, parce que c'est important pour les industriels, mais aussi pour les gens. Nous, on essaye de faire des galettes de blé noir chez nous aussi. Je pense qu'il faut que les gens se mettent à la cuisine, c'est ce qu'on leur dit, ce qu'on leur explique. Et voilà, donc si vous faites du blé noir, faites vraiment du blé noir sans gluten. Bien, je crois qu'on peut applaudir nos 4 intervenants pour la table ronde. Ronan Ledan, directeur de la Technopole, c'est le dernier mot de la fin. Mot de conclusion. Bon, ce ne sera pas vraiment une conclusion, simplement vous remercier pour votre présence, bien sûr remercier l'ensemble de nos intervenants d'avoir joué le jeu, de bien avoir exprimé vos points de vue et avec des éléments de cadrage de ce matin qui étaient, je pense, très importants pour les uns et pour les autres. Je voulais également remercier l'équipe de la Technopole, donc mon équipe, mais je vais les citer quand même puisqu'il s'agit de Fabienne, de Michel et de Fabien qui ont construit cette journée et j'espère que vous en avez eu une grande satisfaction.
Alors, on vous l'a dit ce matin, c'est une conférence qu'on fait chaque année, donc n'hésitez pas à déjà inscrire dans votre agenda qu'il y en aura une autre le premier jeudi du mois d'octobre 2017. Donc, je vous donne rendez-vous. Le sujet, on ne vous le donne pas encore, parce qu'il va falloir qu'on réfléchisse maintenant à celui de l'année prochaine, quand même, histoire d'être un petit peu dans le temps. Je vous invite à un verre qui se prend à l'extérieur, là où il y avait le déjeuner ce midi, pour prolonger ce moment. Et aussi peut-être pour vous, pour profiter encore de la présence de nos intervenants, si vous avez des questions à leur poser. Voilà, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Je crois non. On vous a remis des fiches de satisfaction pour émettre votre avis sur cette journée, donc n'hésitez pas à la remplir.